Bismillah, salam alaikum. Au vu de l'actualité récente particulièrement riche et intense dans le Moyen-Orient, il est nécessaire de dresser le tableau concernant la Libye. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question toute bête en apparence mais qui soulève de nombreuses problématiques, à savoir à qui appartient la Libye. Le problème, c'est que c'est au minimum la saison 3, et pour parler de la saison 3, je suis obligé de m'arrêter sur la saison 2, et pour parler de la saison 2, je suis obligé d'aborder la première. À la moitié du XVIe siècle, les Ottomans libèrent Tripoli des impérialistes espagnols. Les Ottomans établissent la régence de Tripoli. Puis, ce fut le tour de la région du Fezzan et la Cyrénaïque qui finirent par intégrer les provinces de l'Empire ottoman. S'ensuivit une collaboration qui perdura jusqu'aux dernières heures de l'Empire ottoman. C'est important de le souligner parce que ça permet d'expliquer les liens qu'il subsiste aujourd'hui encore entre les deux peuples. Donc, gardez-le à l'esprit. Dès lors, la régence de Tripoli savait qu'elle pouvait compter sur les Ottomans en cas de problème et profitait également d'une certaine autonomie. Comme pour la régence d'Alger, Tripoli était une cité puissante et crainte de par ses ennemis. Aucun navire étranger ne pouvait naviguer sans payer un droit de passage au beylik de Tripoli. Ce fut le cas pendant plusieurs siècles. La Libye est une étape importante sur la route du commerce vers le Proche-Orient. Elle faisait donc de nombreux envieux, qui attendaient avec impatience le moindre signe de faiblesse de la part de l'Empire ottoman. En 1911, profitant d'un rapatriement des troupes ottomanes de Tripoli, l'Italie déclara la guerre à l'Empire ottoman, dans le but de s'emparer des territoires nord-africains et d'y bâtir un empire colonial. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'Italie utilise comme prétexte déjà qu'elle vient apporter de l'ordre en Tripolitaine. Ça sort pas de nulle part. Petite anecdote, l'Italie est le premier pays de l'histoire à effectuer un bombardement depuis un avion le 1er novembre 1911. S'ensuivirent de nombreux bombardements en Tripolitaine, mais malgré cela, les Ottomans tenaient bon. Profitant de la confusion et du chaos, de nombreux pays des Balkans déclarèrent la guerre aux Ottomans. En supériorité numérique, ils l'emportèrent rapidement. À la fin de cette guerre, la Ligue balkanique se partage la totalité des territoires européens de l'Empire ottoman. Attaqués de toutes parts, ils furent obligés de capituler en 1912, de signer le traité d'Ouchy qui en substance servait à céder la Libye aux Italiens. À ne pas confondre avec le traité de Lausanne de 1923, autre traité de paix qui visait à humilier les Ottomans et à porter le coup de grâce sur le dernier empire musulman de notre époque, en démembrant chaque partie de l'empire en petits états que se partagèrent à la règle et à l'équerre les Français et les Britanniques. Bref, revenons à la Libye. Une résistance se met en place, incarnée par le lion, le cheikh Omar al-Mukhtar, qui s'oppose à l'occupation italienne. Sa capture et sa pendaison en place publique marqua les Libyens à jamais. L'arrivée de Mussolini n'arrangea pas les choses. En 4 ans, les soldats italiens massacrent près de la moitié de la population bédouine et emprisonnent des milliers de Libyens dans les célèbres camps de la faim. La roue tourne, finit par tourner, et l'Italie, grande perdante de la Seconde Guerre mondiale, finit elle aussi au compas et à l'équerre par être découpée par la France et le Royaume-Uni. Tripolitaine et Cyrénaïque pour les Anglais, le Fezzan pour les Français. Le Royaume-Uni accorde une sorte d'autonomie monarchique à la Cyrénaïque, en choisissant Idriss el-Sanoussi qui proclame l'émirat de Cyrénaïque. Puis, devant l'insistance des Américains et des Anglais, la France finit par se retirer, au même titre que les Anglais, en accordant l'indépendance des 3 provinces libyennes. La Libye officiellement formée, la première décision royale, le roi n'est même pas encore assis sur le trône qu'il signe avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Un accord les autorisant à installer des bases militaires partout en Libye et à y circuler librement. Ça en dit long sur les motivations du roi. Les États-Unis développent la Libyan American Oil. Ils se sont pas plantés car, après quelques tests de forage dans le Fezzan, c'est le jackpot. En quelques années, la Libye devient le premier producteur de pétrole d'Afrique. À 27 ans, il y en a qui cherchent des stages non rémunérés et il y en a d'autres qui font des coups d'État pour le poste de président à vie. Kadhafi fait partie de ces personnages historiques dont les crédules ne disent que du mal ou que du bien dans son propos. Panarabiste et panafricain convaincu, Kadhafi tente d'unir la nation arabe par le biais d'une union des républiques arabes. Échec, bien évidemment, tous les États de l'ancien empire ottoman sont gouvernés par des petits roitelets qui, après les intérêts des grandes puissances, ne pensent qu'à leur intérêt propre. Tiraillé entre communisme, socialisme laïque et islam, il est totalement en roue libre, sans personne pour le contredire. Ses discours sont systématiquement des insultes envers les autres dirigeants. Il fait ses propres fatwas faits maison. Il inaugure un nouveau calendrier qui démarre à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un toxicomane qui ne se déplace jamais sans sa tante pour faire comme la tradition, mais jamais non plus sans ses amazones, ses gardes du corps exclusivement féminins, un peu moins pour les traditions. Et en génie incompris des temps modernes, il avait même trouvé la solution au conflit israélo-palestinien en préconisant la fusion des deux pays, et il avait même trouvé le nom de ce futur pays. Cette fois, ça y est. Hey,
les couilles, ça va. En 77, devant les yeux ébahis de tout le monde, Kadhafi change le mode de gouvernance du pays qui devient une Jamahiriya, mot arabe qu'il a inventé et qui veut dire, en gros, un état des masses, officiellement gouverné par le peuple libyen, donc, clairement, par personne. Il quitte son poste de chef de l'État, il n'a donc plus aucun pouvoir officiellement. À cet instant, il flotte littéralement dans les airs. Fortune personnelle estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars, il tente néanmoins de développer un tant soit peu son pays en achetant un semblant de paix sociale par des mesures que vous aurez certainement déjà vues dans des montages photos grossiers sur Facebook, résumant le personnage à l'instauration de la gratuité de l'eau et des transports, la nationalisation des sociétés d'hydrocarbures ou au développement de l'agriculture. Dans les années 80, la Libye est soumise à un embargo par les Nations Unies, car elle est accusée de s'être livrée à des actes de terrorisme. Et comme il n'y a que les États-Unis qui ont le droit de pratiquer ce sport, ils bombardent Tripoli et Benghazi, où résident Kadhafi et sa famille, et de nombreux civils sont tués. Puis, la roue tourne finit par retourner décidément. Lui qui était accusé de terrorisme devient l'interlocuteur privilégié des Occidentaux pour la guerre contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration illégale. Il entretient de si bonnes relations avec l'Occident que la Libye finance même les comptes de campagne de présidents français. Présidents français peu scrupuleux vu la façon dont ils remboursent leurs dettes. Pour terminer avec Kadhafi, il est important de rappeler qu'il est à l'origine de répressions sanglantes. Des opposants politiques, des universitaires, des journalistes sont pendus dans les stades, accusés d'être des ennemis de la révolution. Retransmis à la télé en direct pour que chacun retienne la leçon. Arrestations, tortures systématiques, disparitions ou exécutions, le régime de la Jamahiriya assoit de plus en plus l'autorité du tyran. Le massacre de la prison d'Abu Salim n'est que la partie visible de l'iceberg. En 1996, plus d'1 millier de détenus sont éliminés en quelques heures. Et pour bien terminer le travail, les gardes de prison aussi furent tués. De nombreux témoignages l'accablent de viols et de violences sexuelles sur des femmes et des hommes. Pour punir ou mettre la pression sur des chefs de tribu, ils séquestraient leurs femmes ou leurs filles. Ils disposaient de nombreux esclaves sexuels, que ce soit des actrices, des journalistes ou des étudiantes. Le viol étant considéré pire que la mort en Libye, il encourage son armée à pratiquer le viol comme arme de guerre, dans le but d'humilier, assujettir et détruire ses opposants. Stratégie qui sera et qui fut utilisée en ex-Yougoslavie, au Congo, en Tchétchénie. En 2011, dans le contexte des printemps arabes, le mécontentement populaire contre le régime de Kadhafi s'affirme désormais ouvertement. De violentes répressions sur les manifestants ont lieu, durant laquelle l'armée tire à balles réelles sur la population. Occasion inespérée pour l'Occident qui saute rapidement dessus pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de cet élément instable dans cette région particulièrement pétrolifère, il faut le rappeler. Le ministre des Affaires sionistes ajoutera lui-même que cette décision et cette instabilité dans la région sont une aubaine pour la France et pour Israël. Je pense que c'est bon pour Israël. L'est du pays échappe au contrôle de Kadhafi. Un gouvernement provisoire, le CNT, est formé en Cyrénaïque, à Benghazi. Mais Kadhafi contre-attaque rapidement et reprend progressivement le contrôle du pays. Benghazi directement menacé, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise une intervention militaire internationale qui fournit aux rebelles un appui aérien. À l'automne 2011, Sirte est la dernière ville kadhafiste à tomber aux mains des forces du CNT. Kadhafi est capturé et tué. L'Occident tout entier se félicite et salue la mort de Kadhafi. Depuis l'effondrement du régime de Kadhafi, c'est la Fawda. En gros, la Libye est coupée en deux. La Tripolitaine, dirigée par un gouvernement légitime, mal vu par l'Occident, puisque islamiste, c'est un peu le mot fourre-tout pour dire on n'est pas d'accord avec eux, et la Cyrénaïque, gérée depuis Benghazi par le maréchal Haftar, reçu à l'Elysée, soutenu par tous les escrocs de la planète, El-Sisi, le pouvoir saoudien, les pays du Golfe, la Russie, Israël et j'en passe. Il y a aussi les nostalgiques de Kadhafi qui veulent instaurer son fils au pouvoir, et des petits auto-entrepreneurs djihadistes qui espèrent instaurer on ne sait pas trop quoi, mais globalement voilà, ce sont les deux principaux acteurs sur la scène libyenne. Haftar bénéficie de soutien important, ses milices sont en train de progresser vers l'ouest. Le récent accord turco-libyen passé entre le président Erdogan et son homologue de Tripoli, Fayez El-Sarraj, décrié par Haftar, l'Union européenne et Israël verrouille en quelque sorte l'accès à Chypre et ses réserves en gaz au profit des Turcs. D'autre part, il facilite les échanges militaires entre les deux pays, ce qui affaiblira Haftar. Les autres pays du Maghreb dans tout ça, l'Algérie, championne du monde d'immobilisme, se prononce sans réellement se prononcer, en jouant le jeu de l'appel au calme. La France espère faire basculer l'Algérie vers le camp de Haftar. La Tunisie et son nouveau gouvernement soutiennent le pouvoir légitime de Tripoli et ont déplacé des troupes à la frontière prêts à entrer en Libye au cas où les troupes d'Haftar pénétreraient dans la capitale. Quant au Maroc,
Dans ce contexte de tensions exacerbées dans la région, où s'affrontent par alliés interposés Turquie-Qatar contre Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, il faut ajouter que la Turquie a su faire grandir son influence politique et militaire dans la région, en proposant notamment un cessez-le-feu entre les deux belligérants, en s'alliant au principal soutien de Haftar, à savoir Poutine. Ce qui ne plaît pas du tout, mais vraiment pas du tout, à l'Occident et à la France plus particulièrement, qui reproche aux Turcs de ne pas l'avoir invité dans la table des négociations et de l'avoir écarté, en quelque sorte, du destin qui se joue en Libye. Déjà que la France ne porte pas particulièrement Erdogan dans son cœur, il s'agit là pour la France d'un affront qu'elle a du mal à supporter, elle qui tenait particulièrement à tirer profit du chaos libyen. Cette capacité d'intervention et de fédération de la part d'Erdogan est jalousée également par les bouchers du Golfe saoudien et émirati qui, à part allonger les billets et découper des Yéménites, ne savent pas faire grand-chose. Récemment, Haftar a refusé la main tendue de Tripoli en s'échappant au moment de signer le cessez-le-feu, malgré les exhortations de la Turquie, de l'Algérie et de la Russie. Le général de Gaulle disait une phrase très juste: « La France n'a pas d'alliés, elle n'a que des intérêts ». C'est évidemment le cas de tous les autres pays. La Turquie s'y retrouve, elle ne vient pas uniquement sauver les Libyens de cet agent du chaos et ancien copain de Kadhafi. En s'accordant avec le régime de Tripoli, la Turquie s'octroie une frontière maritime plus intéressante. La Libye cédant sa zone économique exclusive au profit des Turcs et ainsi permet l'accès à la découverte de nouveaux gisements de pétrole et de gaz. En contrepartie, la Turquie peut porter secours à Tripoli et intervenir rapidement auprès du régime de Tripoli. L'histoire, c'est des cycles, des roues qui tournent dans un sens, parfois dans l'autre. L'histoire de la Libye, depuis plus de 100 ans, a été assez tourmentée, comme bien des régions de l'ancien Empire ottoman. Le destin qui se joue aujourd'hui en Libye sera décisif pour le reste du Moyen-Orient. Pour le bien du peuple libyen, de la Oumma et de l'Afrique tout entière, espérant que cette alliance sortira grande vainqueur et s'alignera du côté des justes. Cette vidéo est à présent terminée. Merci à ceux qui l'auront suivi jusqu'au bout. J'ai bien évidemment simplifié au maximum, d'où le peu de dates, de noms employés. Je suis vraiment allé à l'essentiel afin d'avoir une idée claire sur les tenants et les aboutissants des conflits de ces derniers siècles. Donc c'est pas la peine de venir faire les malins en commentaire. Gné gné gné, Kadhafi c'était mieux avant. Ok? Keep calm. I can tell you. Everybody respects the rule. I can tell you. Okay? So everybody respects the rule. Please. بس كان عندنا اللي صوارين انا بالك جيمي هند خراطي Punch him in the dick, Gary.